Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cet épisode, partez à la rencontre de Pascale Eddy, une femme passionnée et passionnante qui a dirigé le marketing stratégique de marques mondialement connues comme Nivea. Nous abordons notamment pendant cet échange plusieurs défis majeurs. Comment la passion peut être à la fois un accélérateur de carrière et mener au burn-out. Pascale raconte avec une sincérité rare cette période de déni où le corps finit par imposer ce que l'esprit refusait d'admettre. Nous parlons aussi de comment rebondir dans la même organisation après une telle épreuve et atteindre des rôles stratégiques. Ou encore comment plus de 10 ans plus tard, on encaisse à l'âge de 50 ans un licenciement brutal, conséquence d'une réorganisation profonde du grand groupe. Cet épisode est une ode à la résilience, une plongée dans certaines réalités du monde du travail, où la passion pour son métier peut être à la fois un moteur et un piège. C'est parti pour la grande épopée de Pascale. « 1982, tu as 22 ans. C'est ton premier jour chez Time Magazine. Qui es-tu à ce moment précis ? Je suis quelqu'un qui est à la fois un peu angoissé, mais probablement plein d'énergie d'être à New York à 22 ans, ce qui est jeune, et de découvrir qu'est-ce que ça va être d'être loin. J'ai quand même été très indépendante finalement parce que j'étais partie de chez moi à 16 ans. Donc, je me sentais prête à l'aventure de New York, sans y avoir beaucoup réfléchi d'ailleurs. J'avais quand même 3 fois déménagé. Donc, pour des Français, je me dis que c'est quand même pas mal. Entre 8 ans à Paris, 2 ans à Grenoble et après à Cognac. C'était aussi une découverte, cette ville de Cognac et ce milieu de Cognac qui est quelque chose de très spécial. Mais j'ai pas pensé où New York c'est vraiment spécial, c'est quelque chose, et je l'ai même pas pensé après en fait. C'est les gens qui m'ont fait comprendre que l'époque des années 80, des débuts des années 80 à New York était quelque chose de spécial. Et Time Magazine, c'était l'occasion de venir. Super. Et donc ça, c'était toi à 22 ans. Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui ? Une femme de 65 ans qui est plus mûre, qui a eu une certaine expérience, qui vit à l'étranger. Là, en ce moment, c'est un peu une période charnière parce que quelque part, je réalise que travaillant moins, ayant plus de temps pour moi, j'ai un peu envie de reconnecter. J'ai jamais déconnecté avec la France, mais j'ai envie d'être plus ici pour pouvoir vivre ma culture, en fait, au bout du compte, parler ma langue. J'ai envie d'aider, de donner aux gens, là, tout ce que j'ai pu avoir, pouvoir leur faire partager le plus possible dans mes activités maintenant que je fais, que ça soit rémunéré ou pas rémunéré. Je me sens de nouveau un peu libre de moi-même et d'être indépendante de nouveau. C'est une valeur qui me tient à cœur. Je crois que c'est ma 4e valeur. Et de pouvoir vivre ça et d'être dégagée des responsabilités, malheureusement, enfin, ou heureusement, à partir du moment où on a des enfants, je pense on devient responsable quoi qu'il arrive, c'est mon point de vue. Donc, je les ai encore, mes filles, mais elles sont quand même sont des femmes qui sont adultes et que je traite en tant qu'adulte, peut-être de temps en temps trop. Oui, je me sens bien. Je me sens bien. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais que je suis à 8. Super, ça fait plaisir de l'entendre. Bienvenue Pascale sur Les Grandes Épopées. Et merci de m'accueillir du coup chez toi à Paris. Alors, comme tu l'as dit, tu vis à l'international. Tu vis en Allemagne, pour être précis. Donc on a la chance d'enregistrer à Paris parce que tu as aussi une adresse ici. Donc c'est génial, c'est ma chance parce que comme le concept du podcast, c'est que je vais chez les invités. Bon, j'ai pas encore suffisamment de moyens à investir pour aller sortir de France, mais ça viendra peut-être. Donc là, l'Allemagne vient à moi. Donc je te remercie.
Pour rappel, dans ce podcast, on va explorer des moments clés de ta carrière, des moments de période révolue. Et l'intention, c'est d'aller chercher à comprendre comment tu les as vécus à l'époque. Et aujourd'hui, grâce à ton recul, qu'est-ce que tu en retiens finalement pour toi, mais aussi pour nos auditeurs? C'est la force d'un peu de cette double relecture d'une situation avec la prise de recul et la liberté de ton qui est la tienne aujourd'hui. Et donc je tenais à te remercier une nouvelle fois de témoigner à ce micro. Donc c'est parti pour la grande épopée de Pascal. Avant 22 ans, avant ce fameux stage, tu as fait des classes préparatoires et une école de commerce. J'aimerais bien t'entendre sur comment tu t'es retrouvé à suivre une classe préparatoire et une école de commerce et ça a été quoi finalement ton cheminement à ce moment-là? J'ai eu mon bac à 16 ans, j'allais avoir 17 ans. Et en fait, j'ai un peu suivi le conseil de mes parents. Aujourd'hui, en Allemagne, par exemple, on dit que les gens doivent faire 1 an souvent de gap year, comme ils appellent ça. En fait, j'ai un peu suivi ce qu'avait fait mon papa. C'est même tout à fait. Il avait fait lui-même une école, il a fait l'ESSEC. C'est large comme étude, donc voilà, j'ai fait ça. Je suis arrivée donc à Paris en septembre, j'avais juste 17 ans, dans un contexte un peu bizarre, et j'étais dans une prépa privée, et ça a été très dur. Ça a été très dur, j'avais certainement pas le niveau. C'était pas un grand niveau dans cette prépa. Mais non, j'avais pas le niveau, j'étais très jeune, je vivais assez seule dans un endroit, j'avais plein d'amis mais qui faisaient la fête et moi j'avais le sentiment de pas pouvoir faire la fête parce que mes parents payaient aussi pour des études. Après je suis partie à Bordeaux en prépa intégrée. J'ai presque eu j'ai eu en février de ma première année, j'ai été pas bien, je suis rentrée 15 jours chez mes parents. Bon, le principe de mes parents, c'était on vit dans un endroit, on vit pas dans deux, donc je rentrais très peu le week-end. D'accord. Et après, je suis partie donc à Bordeaux en prépa intégrée. Bon, là, ça a été plus facile et j'ai retrouvé un ami qui lui-même était un petit ami d'ailleurs, qui lui-même était en médecine et donc j'ai été plus... j'ai été bien baignée grâce à lui aussi. On a beaucoup travaillé ensemble, on faisait des choses complètement différentes. Passer les concours. Pour moi, j'ai beaucoup travaillé. Je crois que j'ai beaucoup travaillé, mais est-ce que j'étais efficace? Ça, c'est un autre point de vue, puisque du coup, je suis rentrée. J'étais sur la liste d'attente. Je ne savais pas si j'allais intégrer Bordeaux. Je l'ai su en septembre, 3 jours avant. J'avais mon appart à Bordeaux, donc ça allait. Mais s'il fallait aller à Poitiers, ça aurait été autre chose, parce que la seconde sur la liste, c'était Poitiers. Je suis tellement contente d'avoir intégré Bordeaux parce que j'aime Bordeaux, que l'école était certainement mieux, les gens du coup différents, mais je dis mieux parce que j'ai pas vu le reste. Et ça a été 3 années superbes, des rencontres de gens. Je suis très très pris encore de vraiment gens qui ont d'ailleurs marqué ma vie de cette époque et qui m'ont marqué à vie. Oui, il y a une profondeur dans la relation. Ouais. Mais c'est la seule chose qui m'intéresse en fait, c'est les gens. Ok. Donc, et à ce moment-là, en fait, ton rapport à ce qui va être ensuite ta carrière dans le marketing, c'est des choses que tu découvres en école de commerce, tu découvres un intérêt pour ce domaine ou ça vient vraiment plus tard par la force des choses? À l'époque, je ne sais pas que je vais faire du marketing. Donc ça, c'est l'intérêt des écoles de commerce, d'avoir une formation qui est business sur le plan entreprise. Qui ouvre un peu à tout. Après, c'est à nous de décider si on va faire plus de la finance ou... Je savais que j'allais pas faire de la finance, je pense, ou des trucs de légal. Je n'aurais pas poussé mes enfants après à le faire, parce que je pense que si on est foutu dehors ou s'il se passe, oui, on a étudié pendant 2 ans ou 3 ans, mais on n'a aucun point moyen de faire des équivalences. Donc, c'est un peu risqué. Et en même temps, je leur souhaite de connaître ce côté école, ce côté communautaire. Et j'ai une fille qui a fait le droit et elle a fait le Collège de l'Europe, le Collège d'Europe. Et elle a connu, malgré le Covid, 1 an d'école, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément... qui fait partie de moi. Et d'ailleurs, là-dessus, quand on sonde... moi-même, j'ai eu... la chance d'étudier en école de commerce, et quand on sonde en fait les gens qui ont vécu ces parcours-là,
et d'ailleurs même les directions de ces écoles, ils te disent que la valeur finalement de leur école, c'est d'abord leur réseau d'anciens. En fait, c'est ça, en fait, le sujet. Et ce réseau, il est en lien parce qu'ils ont vécu des choses communes et ça peut paraître banal, mais en fait, à la fin, on revient toujours à ça. C'est des histoires d'hommes et de femmes, avec des histoires de liens. Ouais. C'est génial, en fait. Donc, et ça me correspond parce que c'est, encore une fois, la seule chose qui m'intéresse. J'ai pas besoin de voyager pour être heureuse. J'ai beaucoup voyagé dans mon travail, mais c'est les gens. Donc, je suis prête à faire un voyage juste pour voir des gens, pour parler, pour communiquer, et c'est sûr que ça commence dans des écoles comme ça. Là, tu es dans une phase où il faut commencer à travailler, a priori. C'est quoi un peu ta méthodologie ou ta réflexion? Enfin, est-ce que tu avais quelque chose de très structuré dans ta recherche ou vraiment tu t'es laissé porter? Comment ça s'est passé, cette phase-là? Je m'étais un peu dit, je vais aller faire un MBA aux États-Unis. Ok. Donc, je ne sais pas pourquoi il y avait la notion des États-Unis. Et puis, très vite, je me suis dit, non, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire quelque chose, quoi. Je ne suis pas spécialement une intello académique du tout. Un minimum, parce qu'on nous avait éduqués il faut avoir un travail, il faut pouvoir se nourrir soi-même. Je jouais au golf à l'époque, plus ou moins. J'ai fait la compétition Time Magazine au golf. Je suis arrivée la dernière, comme ça, au moins, On est visible, hein. Bah, voilà. C'est ça, exactement. On est très visible. C'est soit premier, soit dernier. Premier, c'était pas possible. Donc, j'ai pas fait exprès non plus, mais quand même, ça peut servir. J'ai demandé à le monsieur de Time Magazine qui organisait s'il y avait éventuellement une possibilité, et c'est sûr qu'il m'a fait une faveur. Mais au moins, voilà, ça y est, je commençais à me lancer sans un peu savoir. J'avais une très, 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 très bonne amie qui était déjà aux États-Unis depuis 1 an. Ça m'a certainement aidée puisque je suis arrivée, j'ai commencé à vivre avec elle. Elle vivait avec des gens à 4. Je suis restée finalement tout le temps, pendant 4 ans à New York, dans le même appartement, enfin dans le même loft, qui est vraiment quelque chose. Je connais pas d'autres gens qui sont restés dans le même loft pendant 4 ans de leur vie à New York, donc j'ai eu beaucoup de chance. Parce que rien que cet épisode que tu expliques où tu vas voir cette personne de Time Magazine pour lui dire je suis prête à bosser. C'est-à-dire il y a une part d'audace, il y a une part il y a un élan, il y a une volonté, il y a plein de gens qui étaient là ce jour-là et il y en a peut-être plein qui n'ont pas osé faire passer le pas, on va dire. Ta remarque, elle est intéressante parce que moi, à ce moment-là, ou même avec le recul, je me dis pas que c'est de l'audace. Je me dis c'est ce dont j'ai envie. Okay. Je me donne les moyens. C'est peut-être presque naïf de ma part. Et en même temps, pour toi, c'est un ressenti d'être prêt à faire. J'étais vraiment jeune, en fait. Ça, c'est l'une des choses que je me rends compte vraiment. Si j'avais de l'audace ou pas, non. C'est toi qui le dis par rapport à ce que tu connais ou ta propre réalité. Moi, j'avais pas ce sentiment. Mais par contre, si on a une idée, il faut essayer on est responsable. C'est une certaine forme de responsabilité de se dire, ok, je vais me donner les moyens au moins je demande. De toute façon, j'ai rien à perdre. Ouais, ça c'est sûr que j'ai un ami qui m'a dit un jour cette phrase qui m'a marqué. Il m'a dit le non, tu l'as déjà. Et très 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 souvent, j'ai cette phrase qui résonne en me disant bah oui, si j'y vais pas, de toute façon il se passera rien. Ça peut permettre de débloquer justement les personnes qui ont ce blocage pour plein de raisons, hein, mais que t'as pas eu toi en fait ce jour-là. Non. Voilà. Et ça, c'est pas quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Demander. Et c'est quelque chose que, dans ma vie professionnelle, je dis toujours aux gens, ils sont adultes, n'importe qui, et si vous n'avez pas l'information, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de communication souvent dans des entreprises, mais allez demander au moins. Enfin, vous ne pouvez pas reprocher qu'on ne vous donne pas l'information, demandez-la. Si on ne vous la donne pas, ça c'est autre chose, on peut en reparler. Mais allez demander. Si vous avez des questions, posez-les. Ça c'est déjà un premier conseil très fort. Ah oui. Ouais, tout à fait. Le nombre de fois où on n'y va pas alors qu'en fait il n'y a pas d'intention de retenir l'information, c'est juste qu'on pense pas forcément, enfin tout le monde n'est pas forcément, on va dire, capable de communiquer le bon message à la bonne personne, et puis le récepteur il attend et puis il y va pas, enfin ça crée en fait des problèmes là où il y en a potentiellement pas, effectivement. Et la communication c'est quand même un point central de tout
relation en communauté, enfin, dans une entreprise ou dans une famille, c'est un point clé. À mon avis, c'est un facteur clé de réussite. C'est pas la peine d'aller, comment on dit, dénoncer les autres, alors que soi-même, il suffit de poser une question, si on a besoin d'une information. Et d'ailleurs, ça fait peut-être une transition, tu parles de communication. Quand tu arrives à New York, tu es plongé dans l'univers de la publicité, dans une agence. C'est de la com, la pub. Ouais, C'est de la com, c'est peut-être différemment. J'aimerais bien t'entendre là-dessus parce que de ce que j'ai compris, c'était une période qui était foisonnante dans la publicité aux États-Unis. Ils étaient très en avance par rapport à ce qui se passait en Europe sur ces questions-là. Et donc toi, tu arrives inexpérimenté et t'es plongé là-dedans. Qu'est-ce que t'en as tiré? Comment est-ce que t'as vécu cette plongée dans cet univers? Ça a été ma manière de pouvoir rester aux États-Unis, puisque j'étais venue que pour 4 mois avec un stage chez Time Magazine. Et après, comme je voulais rester, c'est pareil, on sonne aux portes pour lesquelles on va rester. Et il se trouve que j'ai eu donc la possibilité de rentrer dans une agence de publicité après des déboires de visa. Jamais j'aurais voulu travailler dans la publicité parce que je me disais que c'est des guignols, ils se pensent tous créatifs parce qu'ils portent une cravate rose. Enfin, ça n'a rien à voir avec le business pour moi. C'était plutôt le Club Med. Et en fait, pas du tout. Au contraire, j'ai eu une chance extraordinaire de commencer la pub et de connaître la publicité dans un pays où c'était déjà établi, je ne sais même pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'était professionnel. C'était du business. C'était pas on fait des petites communications. J'étais dans une agence qui a été formée par 4 hommes. Elle appartenait à une grosse boîte, J. Walter Thompson, mais c'était une petite boîte. On est passé de 100 à 300. Et là, j'ai vu des gens, dont ma boss, qui avait commencé en tant que téléphoniste. J'ai appris le côté maille. Enfin, comment on dit que chacun est responsable de... Maillon de la chaîne. Le maillon de la chaîne, voilà. Ça. Alors, j'ai vécu la publicité en tant que communication très professionnelle, alors que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai vécu le côté humain de travailler aux États-Unis, qui est complètement différent de ce que j'ai vécu après en France et en Allemagne. Et je pense que les Américains ont de toutes les façons une culture qui est différente de la nôtre à ce niveau-là. On a la chance, comme cette femme qui est devenue ma boss, de commencer de rien, mais tout est possible. Comme le respect de quoi que ce soit dans une entreprise. Ils ont un côté quand même beaucoup plus cool. Alors, ils disent les choses avec bienveillance, mais pour eux, c'est pas de la bienveillance. Alors après, on peut dire on a des problèmes à aller plus profondément avec ces gens-là. Je pense que c'est plus par rapport à nous, comment on a été élevés, qu'on dise ça, parce que oui, ils sont différents. Parce que toi, en plus, à ce moment-là, la manière dont tu le vis, en fait, c'est que tu arrives, t'es entre guillemets un ovni pour eux, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas ton école, ils savent pas ce que t'as fait, ils ont pas ton background, donc en réalité, les interactions qu'ils ont avec toi sont très représentatives de ce que tu es en train de décrire, parce que tu le vis, en fait, toi-même, personnellement. Tu ressens ça dans les interactions, j'imagine. Genre, ils se disent pas, en fait, comme elle a fait ça, il y a des schémas mentaux. En fait, il n'y a pas de schéma mentaux. Ouais. C'est un point très important, ce que tu dis. Et c'est ce que j'ai vécu aussi aux États-Unis. C'est-à-dire que tu arrives, tu n'es que toi, ce qu'ils voient de toi, ce qu'ils entendent de toi, ce qu'ils sentent de toi, mais ils n'ont aucun préjugé parce qu'ils ne savent rien sur toi de ta vie avant. Et que ça soit dans ton côté personnel ou dans ton côté professionnel. Donc, t'es toi, que la personne que t'es. Et ça, c'est probablement pourquoi les relations sont différentes, parce qu'on est biaisé en France. En Allemagne, j'ai eu un peu ça, d'une autre manière. Mais déjà, c'est plus européen. Donc, il y a plus d'analogies qui peuvent, enfin, ou de préjudices qu'on peut avoir. Tandis que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'était que moi qui comptais. Tu as parfaitement raison. C'est probablement une grande chance d'expérience de connaître ça, de ne pas être étiqueté par quoi que ce soit, puisque rien ne leur dit quoi que ce soit. Et là-dessus, en fait, justement, le fait d'avoir vécu très tôt dans ta carrière, maintenant avec le recul, est-ce que ça a eu une influence d'une quelque manière que ce soit sur ta posture ensuite, sur ta
Parce que ça vient quand même confirmer un élément, si je reviens sur tes études, c'est ce désir, tu parlais d'indépendance, de liberté, d'être toi. Finalement, ça vient le confirmer. En fait, on arrive aux États-Unis, on est soi, on vient pas avec son bagage, on vient pas avec... voilà, je suis curieux de savoir comment ça a infusé. Mais en fait, là, tu m'obliges à repenser à tout ça. Et probablement inconsciemment ou consciemment, oui, ça a une influence sur toute ma vie et sur je suis partie 2 ou 3 fois d'un endroit pour aller à un autre et faire. Et finalement, j'ai un pattern qui s'est refait 2 ou 3 fois. Ça a de bonnes raisons. Enfin, c'est sûr même, je ne crois pas au hasard. Donc oui, ça a dû m'aider à avoir une attitude plutôt libre. J'aime pas tellement le mot liberté, mais oui, de prendre les gens comme ils sont. Oui, ok. Pas ce qu'ils ont fait ou justement les études ou les choses comme ça. Juste à ce moment-là, c'est quoi cette personne? Donc toi, tu te l'es appliqué ensuite. C'est-à-dire que quand tu as été, par exemple, si on fait un saut dans le temps, à des rôles de direction sur le corporate à Nivea ou Bayersdorf, dans ta manière, par exemple, de gérer les gens avec qui tu travaillais, les recrutements que tu faisais, tu avais le sentiment que tu donnais moins de poids à ça par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être pas... Ou est-ce que non, tu t'es fait quand même rattraper par la grande machine? Il faudrait demander aux gens que j'ai interviewés et que j'ai pris dans mon équipe. Mais probablement, oui. J'avais une certaine ouverture par rapport à qui ils étaient à ce moment-là, présents, où j'allais les prendre. J'ai fait des erreurs très à la fin, où j'ai pris une équipe très, très internationale. Et ça m'a causé quand même beaucoup de problèmes justement d'équipe, de compréhension. J'ai poussé le bouchon peut-être un tout petit peu trop. C'est pas grave. Avec quel bagage, avec quelle culture, avec quelle langue, avec quoi que ce soit, les gens arrivent. Parce que si quand même il faut arriver à pas aller trop loin dans cette diversité que maintenant on préconise beaucoup. Donc oui, probablement ça a dû influencer mes choix. A priori, si tu en es arrivé à faire avoir ce type de décision, c'est que c'est le cas. Oui, Genre ça. Et après, c'est juste que tu es allé peut-être trop loin vers la fin, mais qu'il y a eu, voilà, qu'il y a eu un. Enfin là, j'ai vraiment. Il y a plein de nuances en fait dans cette manière de faire. Mais c'est sûr que ça influence. Ouais. Enfin, c'est ma manière probablement de. Mais en fait, tu me fais réfléchir à ça là. J'y ai pas. J'ai jamais pensé. Est-ce que c'était comme ça? Mais c'est sûr que t'as raison, je pense. Je me pose une question maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu quittes New York? Je veux changer de métier. Mm-hmm. Je veux passer chez l'annonceur. Et la question, c'est, après 4 ans, si je reste, c'est probablement pour très longtemps. Et j'ai pas forcément envie de ça. J'ai essayé de passer chez l'annonceur à New York. Et ça a été très compliqué. C'est compliqué d'avoir un travail à New York. Enfin, à l'époque, avec les visas et les choses, c'est pas évident. C'est toujours a priori le cas. C'est toujours très compliqué. Voire même... Là, ça va devenir impossible. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais à une époque quand même très ouverte. Mais en fait, c'était pas non plus cool, ça. J'avais pas mal d'amis qui rentraient. Alors, évidemment, à New York, il y a un flux tout le temps. Les gens, ils passent et ils truquent. Ça, c'est l'inconvénient d'être expatrié. Mais au moins, c'est la richesse aussi, parce que tu vois des gens complètement différents, et ils passent et ils reviennent. Ils reviennent pas, mais tu les revois après. Et donc, j'avais aussi sentimentalement, peut-être inconsciemment, j'étais près de quelqu'un qui rentrait quoi qu'il arrive. Il fallait qu'il rentre, c'était un contrat qu'il avait passé. Donc, ça a dû m'influencer aussi, et j'avais pas forcément envie de vivre aux États-Unis, au bout du compte, au fond de moi. J'avais envie de rentrer en Europe. Ok. Ce que j'ai fait. Là où j'aimerais t'entendre aussi, c'est ce retour en France, parce que quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé d'un choc culturel, ce qui est pour moi une forme de paradoxe, parce qu'en fait, tu es française, tu vas aux États-Unis, tu reviens et tu as un choc culturel au sens le monde de l'entreprise, pour être précis. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus et que tu nous expliques un peu plus voilà, quel a été ce choc et comment tu as réussi à te réadapter ou pas d'ailleurs à la manière dont on fonctionne ici. Ouais, t'as tout dit. Oui, ça a été un choc. Je connaissais pas avant comment on travaillait en France.
Mais là, je suis arrivée dans, dans une société professionnelle très hiérarchisée, par exemple, parce que je l'ai dit, le maillon de la chaîne aux États-Unis, c'est même si les gens ont des niveaux différents, ils se regardent dans les yeux avec le même sentiment de responsabilité que chacun a, qui est complètement différente. Et là, en France, mais ça m'a paru tellement petit, cette hiérarchie qui est encore très présente, je crois, que je l'ai vécu un peu moins. Je dis toujours que l'Allemagne est entre les États-Unis et la France au niveau professionnel, au niveau la manière de gérer le business dans les entreprises et comment les gens sont. Alors maintenant, après, quand on travaille dans des milieux ou dans des départements où il y a beaucoup de gens internationaux, enfin de cultures différentes, ce qui a été le cas après chez Beiersdorf de plus en plus. Ça reste quand même très national, mais là, l'arrivée chez Rock, en l'occurrence, c'était une boîte au départ familiale qui avait été rachetée par LVMH. Ouais, c'était la vieille école par rapport aux États-Unis, il me semble. Mais bon, évidemment, je ne peux pas parler. Je n'ai jamais travaillé en France, à part dans des stages. Des gens qui sont à des endroits où c'est pas très correct ce que je vais dire. Mais tu te demandes comment ils sont arrivés à ce niveau de responsabilité ou ce niveau dans l'organigramme, par quelles compétences, quoi. Donc ça fait un peu, c'est moins, je ne sais pas si c'est le mot professionnel, que aux États-Unis le travail était très professionnel. Le business a c'est une autre manière de voir les choses. Le mérite, je pense, c'est beaucoup plus revalorisé ou fait partie de... Enfin, c'est l'impression que j'avais. Et puis là, par exemple, en France, il y avait ce côté... on travaille tard le soir, il faut rester pour... tout est une question de posture, pour s'acheter... Une sorte des injonctions un peu particulières. Tu délires. Ouais. Aux États-Unis, il n'y a pas du tout ça. Ce qui déclenche la suite, c'est cette incompatibilité-là. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, je veux changer de structure. Pas forcément étant convaincue que d'autres structures allaient être plus pro ou j'en sais rien, mais il fallait que je change. Je ne voyais pas tellement comment j'allais vraiment progresser. Je crois que je suis passée de junior à normal. Et j'avais ma vie sentimentale qui faisait que j'avais quelqu'un dans ma vie que j'avais connu aux États-Unis qui était reparti à Hambourg et qui devait rester à Hambourg, donc c'était clair. Et donc je lui ai dit, je veux changer de travail. Donc il y a 2 solutions, soit je cherche du travail en France, soit je le cherche en Allemagne. Et on essaie de vivre ensemble. Et bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dessus. Il ne m'a pas fait vraiment le signe de venir, mais je suis venue. Et donc, voilà, je lui avais donné 2 mois pour décider, puis j'ai posé ma démission et je suis partie. Je suis arrivée en janvier 88 à Hambourg, pareil, sans travail. On voit le pattern qui est en train de se construire. Voilà, ça recommence, quoi. Et là, sans langue. Ça, c'est un peu dur, ça. Enfin, c'est même assez dur. Donc, j'ai fait 3 mois de langue intensive. Alors, on monte vite, mais mal. Je fais beaucoup de fautes. Je suis pas du tout perfectionniste dans les langues. Parce que quand tu dis je pars de zéro, tu n'avais jamais fait allemand deuxième langue ou quelque chose? Si, j'avais fait allemand deuxième langue que j'avais arrêté en prépa pour faire espagnol. Ah oui, ok. C'est dur. Donc l'allemand, je crois que j'avais eu 0 au bac. Tu sais, c'était des options. Oui. Allemand. Donc franchement, c'était pas mon... Mais enfin, bon, au moins, j'avais fait 8 ans de latin. Okay. Et donc, je pense que ça aide pour comprendre la logique de la langue ou la structure. Et donc, il fallait que j'apprenne la langue pour un tout petit peu au moins passer des interviews. Enfin, je me suis dit, il fallait vraiment que je fasse 3 ans de... Et au bout de 3 mois, comme j'avais bien progressé, évidemment, je partais de rien. Je me suis dit, allez, on va essayer de trouver du travail. Et j'ai eu beaucoup de chance. Mais je me suis bien... Alors là, j'ai vraiment travaillé, quoi. Pour trouver un travail, j'ai travaillé pour apprendre la langue. Je n'étais pas au Club Med, encore une fois. Là, il y a une volonté. Une volonté très forte. Quand on avait préparé, tu m'avais dit une chose qui m'avait un peu étonné. Tu m'avais dit qu'avec cette personne qui devient ton mari, vous parlez en anglais. Là, à ce moment-là, vous parliez en anglais?
Je veux dire, tu devais apprendre l'allemand en 3 mois. Il était avec toi, il pouvait te parler en allemand. Vous parliez anglais quand même. Oui. Et C'est on n'a jamais parlé allemand. c'est fou. Oui et non, ça repose quand même le soir quand quelqu'un rentre, de parler une langue que tu maîtrises. Donc non, c'était pas possible. C'est jamais aidé à ce niveau-là beaucoup dans ce genre de démarche. Il m'a pas aidé à trouver du travail. Oui, Je me suis... c'était votre terrain de jeu à chacun. Ouais, on n'a jamais été. On Bah, je parle pense que toujours c'est pas anglais, évident. hein. Je me permets de peut-être faire un petit point là-dessus parce que c'est vrai que je trouve que c'est souvent un sujet qui est pas évident à traiter. Comment est-ce que justement on arrive à accompagner l'autre ou éventuellement à donner son avis parce que des fois on est trop proche entre guillemets pour que ce qu'on raconte soit entendu. Ce qui peut expliquer aussi le fait que parfois ben, c'est chacun sa ligne de nage et c'est très bien comme ça. Je sais pas si c'est comme ça toi que tu l'as vécu. C'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je le vis. On est très, très différents. On est très... Mais alors, c'est pas qu'avec lui. Moi, je pense qu'on est très seul dans la vie. Les gens t'aident, mais au bout du compte, c'est toi qui... Et dans mon couple à 28 ans, et c'était pas que mon couple, mais dans notre manière d'être, c'était vraiment chacun à son terrain de jeu. C'est super intéressant ce que tu dis sur cette notion de dualité entre le côté seul et le côté tout se fait dans les interactions. Mhm. Donc toi, en fait, ta vision, c'est ce que j'essaie de comprendre, c'est que tu dis, voilà, on est seul in fine, mais par contre, ce qui est essentiel, c'est notre capacité à être en lien. Et d'une certaine manière, j'en parle là parce que je sais que, enfin, dans ton système de valeurs et dans ce que tu accordes comme importance au travail, à un certain nombre de sujets, tu as une dimension très personnelle associée à ces questions. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur et qui me suit et qui se confirme là en 45, 50 ans, de dire in fine, on est tout seul et en même temps, dans moi, la seule chose qui m'intéresse, je te l'ai dit, c'est les gens, c'est l'interaction avec les gens, c'est le partage. Le partage, la plupart du temps dans la parole, parce que c'est pas facile de partager. Enfin, oui, on peut partager en dansant, etc., ou en chantant, mais bon, au bout du Il y a un compte, langage. voilà, il y a un langage. Moi, là, je le dis tout beau, quand je pense que je parle 3 langues, mais pas très bien, et le langage, c'est hyper important, bien que je maîtrise pas le langage forcément, mais à la limite, ça, c'est bien. Mais cette notion d'être seule, mais positive. Je sais que ça fait flipper plein de gens, ça fait flipper mes filles quand je leur dis ça. Maintenant, ça fait flipper mon mari alors que c'est lui qui a commencé un peu là-dessus. Et là, quand je le ressors, j'espère que les gens qui m'entendent et que les gens à qui je le dis, ils sont pas blessés parce que c'est pas. Je sais que j'ai besoin, enfin que je suis bien avec eux et qu'ils m'apportent énormément de choses. Mais au bout du compte, tu te retrouves tout seul à souffrir ou à être heureux, à réfléchir, à pleurer, à rire. Enfin, je suis absolument convaincue, mais c'est pas négatif. Hmm. Oui, oui, non, mais je vois très bien. Je souris parce que récemment, j'ai écouté un autre podcast, une émission, je vais la citer, Dialogue de Fabrice Midal, qui est un philosophe. Et il a interviewé une personne justement qui faisait une ode à la solitude, comme tu le dis là, c'est-à-dire au sens très positif du terme, et qui n'est pas antinomique avec la mise en lien avec le reste du monde. Enfin, et bah, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent là, je vous conseille d'aller écouter cet épisode-là. Il est vraiment bouleversant. Je vais l'écouter. Voilà. Et vraiment, je trouve ça top. Donc ça illustre très bien ce qu'on vient de se dire. Pour revenir du coup à la partie pro, donc tu trouves ce job en Allemagne, in fine. Après ces 3 mois intenses d'apprentissage de l'allemand, tu te donnes les moyens. Donc peut-être on va prendre une minute quand même sur comment est-ce que tu trouves ce job, parce que la boîte dans laquelle tu vas arriver, c'est celle dans laquelle tu vas passer plus de 20 ans. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as trouvé et peut-être décrire un peu le business de cette entreprise? Parce que les gens peut-être ne connaissent pas la marque Ombrelle, mais par contre, les marques de cette entreprise sont connues mondialement. Oui, le mot Beiersdorf, moi, je connaissais pas. Donc, j'ai travaillé pour Nivea, enfin, pour la partie cosmétique, parce que j'ai pas commencé sur Nivea, mais dans des départements qui étaient vraiment des départements avec Nivea, parce que j'ai commencé sur le Japon. Mais j'arrive dans
une grosse boîte, moins grosse que Procter & Gamble ou Unilever, mais avec une marque Nivea qui est aussi grosse qu'un Coca-Cola. Au marketing. Donc en gros, on est sur Oui, une grosse marque au au marketing. marketing, oui, Voilà, pour être exactement, bien précis. exactement. Et là, bon, moi j'ai 28 ans, j'ai travaillé 6 ans, je me souvends, mais c'est pas grave parce que j'ai un travail, donc ça m'est complètement égal. Et après, ils ont bien récupéré, on a bien récupéré le niveau de salaire ou de responsabilité, parce que je suis rentrée pareil, je sais plus, non, j'étais pas junior, mais presque. J'étais la première ou la deuxième internationale, c'est-à-dire pas allemande, dans un département international, c'est-à-dire ça s'appelait Strategic Business Unit, je crois, à l'époque. Et donc, on s'occupait de la stratégie d'une marque, d'une sous-marque, et on développait un portfolio produit de l'idée à la communication, et on vendait ce concept, ce produit, à l'international, à nos filiales. Le développement, on le faisait avec une ou deux filiales, c'est-à-dire avec une ou deux. Il y avait toujours l'Allemagne, parce que l'Allemagne était comment on appelle ça, pas le plus gros pays. Mhm. Bon, moi, j'ai travaillé, pas sur Nivea, mais les 2 premières années pour le Japon, sur une marque japonaise. Après, on a essayé de transformer ça en Nivea, la marque en Nivea. Donc, il y avait la même démarche. Le Japon était numéro 2, filiale numéro 2 au niveau chiffre d'affaires pour Beiersdorf, enfin pour Le groupe. le groupe, ouais. Dans les cosmétiques, il y avait d'autres trucs. J'ai fait tout le temps du marketing. Enfin, j'ai fait 2 ans, j'ai fait une interruption de marketing opérationnel, mais là, c'était du marketing stratégique. Ben, quand on aime le marketing, je ne devrais pas dire on, je devrais dire je. J'aimais le marketing, je découvrais et je referais. C'est une aventure, c'est extraordinaire de faire grandir. Enfin, c'est comme un bébé. Il y a des gens qui vont être outrés que je dise ça, mais si, c'est vrai. Ça dure plus que 9 mois de la création, de l'idée jusqu'à la pub et tout ça. Mais c'est passionnant. Trouver un nom. Oui, j'allais te dire, si on essaie de... Ça m'intéresse parce qu'on n'en a pas du tout parlé en préparation, mais quels ont été peut-être des campagnes ou des moments qui t'ont marqué Il y a eu le Q10, ça s'appelait Q10. Mhm. Ah oui, Ouais, Q10. Donc là, ça a été c'est encore. Q10+, d'ailleurs, je m'en Ouais. souviens de ça. Bah maintenant, c'est plus. Mais à l'époque, c'était Q10. Bon, le lancement de Q10, la progression, etc. Le face care pour Beiersdorf, enfin, c'était quelque chose de très important. C'était la priorité pour la société, le développement, des belles marges, donc des gros budgets. Et il y a eu tout un changement de stratégie que j'ai pas cautionné. Alors là, c'est à la fin, on parle pour savoir quel est le côté care de la marque Nivea, core. Ça, c'est vraiment du marketing, ça. Et savoir la beauté. Et alors là, il y a quand même un truc culturel de la cosmétique, même en Europe. La beauté en France a une autre manière d'être valorisée par rapport Au soin. aux soins, exactement, aux soins. Il y a eu une époque je fais une espèce de parenthèse, il y a eu une époque où on faisait, au début on a été moi j'ai adoré travailler avec R&D, la recherche, commencer là avec les molécules et comprendre comment la peau fonctionne, incroyable. Et après on est passé d'une société de poule à push, c'est-à-dire qu'on allait voir les consommateurs et j'ai eu la chance de faire comment on appelait, envoyer des gens chez eux, des femmes. J'ai fait ça en Russie, à Dubaï. Un entretien semi-directif. Voilà, bah, tu connais mieux que moi. Ça me rappelle quelques souvenirs. En Chine. Et on allait donc chez des femmes, soit toutes seules, soit en groupe, avec des interprètes d'ailleurs. Et elles nous parlaient de la beauté. On leur demandait ce que c'était la beauté. Et alors, un flash que j'ai, c'est d'être à Dubaï, elles sont voilées. Elles ne pouvaient pas se dévoiler parce que l'interprète était un homme une fois. Mais comment elles parlaient de la beauté, alors qu'on pense que non.
mais elles sont tellement belles derrière, et tout l'argent qu'elles dépensent et tout, même si c'est pas de l'argent, en plus c'était pas du luxe, que Nivea ça a jamais été du luxe, c'était entre les deux, c'était un peu plus haut de gamme là-bas peut-être, mais bon. Et ben oui, définir la beauté dans toutes ces différentes cultures, c'est impressionnant de richesse. Très nettement, tu étais sur un sujet qui était à la fois fondamental. Enfin, je veux dire, tout humain se pose cette question. C'est-à-dire, homme, femme, peu importe. Et en plus, il y a le rapport au corps, à la peau, à soi, en fait. Donc, c'est quand même parler à ça, c'est parler au corps, parler aux gens. Je veux dire, c'est super puissant. Oui. Donc, j'imagine que tu as dû... c'est d'ailleurs, je comprends aussi un peu mieux ton rapport aux mots, parce que je pense qu'à ce moment-là, un mot, vous l'avez cuisiné, quoi. Ouais. Ou trouver des noms de produits, ou trouver une accroche, ou... J'ai adoré, j'ai vraiment tellement aimé ce que j'ai fait. Après, la leçon, tout le monde le sait, plus on aime, plus on performe. C'est clair. Y a pas... Alors évidemment, de temps en temps, tu peux pas toujours aimer, mais quand tu vois des gens qui ont un métier simple, je pense toujours à une caissière de supermarché avec qui j'ai des contacts. En fait, je pense qu'elle aime ce qu'elle fait parce elle sort ce qu'elle peut aimer. Bon, moi, je l'ai pas j'ai pas eu besoin de le sortir, il est venu à moi, donc ça a fait de la passion, et me battre pour une stratégie qui n'a pas été suivie, qui m'a peut-être coûté ma place d'ailleurs. Mais oui, là, je me suis battue. Et pour revenir à peut-être ce qu'on disait avant, par exemple, je me suis sentie d'égalité quand je présentais au board mes idées, ou peut-être pas avec beaucoup de diplomatie d'ailleurs. Encore une fois, ça m'a peut-être pas servi, pas très politique, mais j'ai essayé de les convaincre jusqu'au dernier moment de ce dont j'étais moi convaincue. Ça m'a coûté peut-être des gros clashs, mais ça fait partie de moi, quoi. Cette entière. C'est ça, parce que j'allais utiliser le même terme, c'est de dire, finalement, t'as été toi, et on va le voir justement à la suite de ton témoignage, c'est que ça a aussi des coups. Tu viens de me parler du fait que c'était important, en gros, pour faire quelque chose bien, on va dire, il faut aimer ce qu'on fait. J'aimerais bien qu'on étaye un peu plus ce sujet, parce que ça peut paraître spontanément assez simple, basique, banal, mais en fait, c'est super important. Est-ce que tu peux peut-être justement expliquer à nos auditeurs pourquoi est-ce que tu penses que c'est important, et pourquoi est-ce qu'il faut faire quand même gaffe à ça? Tu l'as dit toi-même, ce qui est important, c'est, oui, plus on aime, plus on performe. Quand je me définis, on m'a demandé de faire ça pour ma carrière après, pour ce que j'ai fait après, ou si un positionnement de moi-même, je dis j'ai la passion des marques et des gens. Le mot passion, il me convient parce que je suis quelqu'un de plus émotionnel, peut-être que les gens l'ont entendu là depuis, mais oui, la passion de ce qu'on fait, ça a un rôle primordial dans la performance, dans les choix qu'on fait, dans l'espèce de continuité. On pense même pas à autre chose. Et d'ailleurs, je pense que ma vie professionnelle va montrer que j'aurais dû éventuellement penser qu'il y avait d'autres choses, et dire aux gens, oui, c'est bien la passion, mais il faut peut-être de temps en temps ou avoir quelqu'un qui aide à parler de ça, à discuter là-dessus, ce que j'ai jamais fait. Et j'ai été beaucoup coachée à l'intérieur de Beiersdorf, une chance inouïe, ou même des trainings, ou des choses comme ça, et où j'ai pas du tout réfléchi, sur ça, sur le futur. Donc ce que je comprends, c'est que en fait c'est comme tous les concepts, hein. C'est important de faire cet effort, de trouver ce qu'on aime, même si parfois c'est pas toujours évident. En fait, entre guillemets, faire l'économie de ça, c'est pas un bon pari, entre guillemets, parce qu'on est peut-être moins heureux, etc. En tout cas, quand on a le choix, c'est bien de pas faire l'économie de ce travail-là, mais tout en ayant en tête que le fait de plonger dans sa passion, ça vient aussi avec le fait c'est un peu une sorte de matière inflammable où il faut faire attention, et donc il faut se faire accompagner sur comment est-ce qu'on gère finalement ça. Oui. Ok, c'est ce que je comprends. En fait, c'est rationaliser une passion.
et essayer de voir qu'est-ce que ça a de bon et qu'est-ce que ça a de freinant ou de dangereux. Pas forcément freinant, mais de dangereux pour le futur. Et moi, alors là, ça, c'est un truc... Qui est passé sous les radars. Oui. Ouais. Et moi j'aime bien les questions d'échelle, comment vous allez aujourd'hui entre 1 et 10, et en fait on te dit toujours que c'est une manière de rationaliser ton état d'âme, tes émotions, etc. Et là, bah oui, où t'en es au niveau professionnel, ça aurait été bien de faire cette démarche pour moi, que j'ai pas faite. Donc je peux que, pour les gens qui m'entendent, pas se freiner, mais à un moment se poser la question, est-ce que je veux faire ça jusqu'au bout? Est-ce que je peux faire ça jusqu'au bout? Moi, ça a été le cas. Le marketing, on vieillit pas bien au marketing. Je vois maintenant des femmes qui étaient dans mon équipe qui ont là 50 ans, qui ont des très très beaux postes, et je sens qu'il y a des dangers. Moi, je les ai eus. On verra probablement après. Enfin, moi, j'ai eu carrément c'était fini. Et oui, ça vaut le coup de réfléchir sur sa passion et sur ce qu'on fait. J'ai eu d'ailleurs à ce micro des personnes qui m'ont dit, on m'a conseillé à un moment donné, dans plein d'autres métiers, hein, pas forcément comme marketing. D'ailleurs, marketing, je pense que tu dois être la première à avoir en tout cas eu autant d'expérience dans le marketing. Que de l'expérience. Voilà. Et dans d'autres, les sales, la supply, etc., on dit, à un moment donné, en fait, ça vaut le coup d'aller regarder ailleurs dans d'autres métiers de l'entreprise. Souvent, on explique que c'est pour casser certains plafonds de verre mais il y a aussi cette idée quand même de robustesse parce qu'on n'est plus catalogué, voilà. Et je me rappelle une de mes invitées qui a été dans l'automobile, elle, la difficulté qu'elle a eue, c'était de passer de la partie CFO à la partie opération, finance vers opération. Et elle m'a dit ce qui était extrêmement difficile, c'est que on a beau avoir cette intention, en fait, on nous ramène constamment à ce qu'on sait faire, et donc il faut une sorte de force tellement qui dépasse juste un coup tactique, quoi, d'une certaine manière. Voilà, donc je me dis qu'il y a aussi ça. C'est tellement intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé chez moi. Ayant fait beaucoup de stratégiques, je me suis dit, il faut que je mette plus sur mes épaules d'autres expériences. Et aimant le marketing, je n'ai pas pensé à beaucoup d'autres choses, sauf me dire, je vais faire du marketing opérationnel. Ça a été, au bout du compte, une mauvaise décision pour plein d'autres raisons. Oui, c'était absurde. Là, au moment où je l'ai fait, comment je l'ai fait, avec plein de learnings après pour moi, mais ça a bousculé ma vie, ça fait partie de moi. Mais c'est exactement ce que tu décris pour d'autres gens. Moi, je suis restée dans le marketing, mais je suis passée du stratégique à l'opérationnel, qui est complètement différent. Et d'ailleurs, parlons de ce moment. C'est le moment. Donc, ouais. T'es très bien dans le marketing stratégique. Personne. La meilleure marque. Voilà. Donc, peut-être donne un peu d'éléments de contexte, parce que là, c'est un peu théorique, je pense, pour nos auditeurs. Peut-être resituer la marque, le job que tu avais et ce qui te traverse à ce moment-là. C'est un moment clé de ta carrière, honnêtement. C'est un moment clé, 36 ans. Je suis arrivée à un niveau de cadre 3 à l'époque, ça s'appelait. J'ai la marque phare stratégiquement. C'est hyper important dans une société. La stratégie, c'est quand même le début de tout, quoi. Je suis bien reconnue, établie, je m'éclate. Bon, j'essaie de faire un second enfant, donc ça, c'est plus difficile. Traitement hormonal très lourd. Mais mon boulot me fait... Il y a des gens qui ne comprennent pas en disant si on est autant stressé dans le boulot, on ne peut pas y arriver à faire des enfants. Complètement nul. C'est le contraire. C'est que quand on a un boulot qui est aussi passionnant et aussi, au contraire, on a une énergie pour accepter plein de choses. Mais le fait est, c'est que je me dis, oui, ce serait bien d'avoir plus d'expérience élargie, puisque ça fait 4-5 ans que je fais du stratégique. Et je me dis, là, je vais faire de l'opérationnel, restant dans le marketing, j'aime le marketing. Et donc, enceinte, je vais voir le président de l'Allemagne et je lui expose. Il est devenu après un board, dans le haut du board. Et il me dit, je l'écoute pas, et il me dit, tu sais Pascal, fais ton bébé et puis après on verra, mais c'est pas la peine là de commencer maintenant, etc. Enfin, le fait est, c'est que j'ai rien écouté. Alors ça, c'est un gros learning parce que j'ai écouté personne dans la suite que j'ai faite. Et je pense que enceinte et après avec mon bébé, j'ai commencé à mon second bébé qui avait mis du temps à venir. J'ai voulu changer et je me suis pas occupée d'où j'en étais dans ma vie, C'était encore Superwoman, quoi. Alors là, je pense que
c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est ma vie. Mais je me suis moi-même mise dans une situation de burn-out, de dépression après. J'ai changé de travail. J'avais une petite fille donc de 9 mois et une autre de 5 ans, avec un chamboulement probablement hormonal dans mon corps. J'ai demandé conseil à quasiment personne, et en tout cas ceux qui m'en ont donné, je les ai pas entendus. J'ai pas voulu les entendre. Là, un peu le côté je sais mieux que tout le monde. Le côté peut-être un peu seul, ou t'es seul par rapport à ce dont on a parlé, mais là, c'était négatif, alors que là, j'ai parlé d'être seul dans la vie positivement. Là, c'était de ma faute. Et je crois que le plus gros learning que j'ai eu, bon, je vais dire d'abord, j'ai pris ce poste à l'opérationnel, donc j'ai pris la marque Eucérine de pharmacie, nouvelle chef, qui avait un style de management qui était pas du tout cohérent avec le mien. La semaine où j'ai déménagé de travail, tout de suite après, je me suis dit ça va pas. Et je suis tombée en burn-out. C'était un lundi. Un lundi soir, j'ai dit à mon mari ça va pas. Le lendemain, je suis allée voir le médecin, qui a été très dur, mais qui avait raison. Et qui m'a dit, physiquement, vous allez parfaitement bien, mais je pense que vous allez creuser ailleurs. Il était très, très dur, très froid. Et ben, il avait raison, j'étais en train de tomber j'étais en dépression. Je venais de tomber en dépression, donc pas moi, ça s'est manifesté avec beaucoup de peur, des angoisses. Et j'ai quand même continué à travailler pendant 2 ans. J'ai pas voulu lâcher. J'avais une nouvelle équipe, j'ai recruté des gens. J'aime les gens et c'était chouette. C'est à peu près eux ils m'ont tenu. Personne te tient. Mais j'avais pas envie de les quitter, les lâcher, ce que j'aurais dû faire bien avant. Et le learning, après, il y a plein de facteurs j'ai essayé d'expliquer, qui fait que je suis tombée dans cette dépression. Un des plus grands learnings, ça a été pour moi, j'avais un objectif qui était de passer de cadre 3 à cadre 2, le poste. Non, je fais le truc. J'ai pas répondu à mon objectif. Et ça, il faut vraiment suivre son objectif. Il faut suivre son objectif. Là, j'en avais un. Mais en fait, dans la vie, alors ça, j'ai appris après, il faut tout faire avec un objectif. Les gens, ils disent, je travaille 24 heures sur 24, je fais une parenthèse là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et j'y arrive pas. Mais en fait, tu leur dis, mais c'est quoi ça? Tout commence par un objectif. Et une fois qu'on a un objectif, on peut faire le plan, et on le fait, et puis voilà. Mais il faut savoir pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce qu'on veut faire là? Oui, c'est le risque de se laisser porter par tout un tas de forces qui sont là et du coup on se fait valser en fait. On n'est pas acteur. En fait. Oui, et puis même si tu prends ton téléphone en tant que vendeur, tu veux de l'information, tu veux un rendez-vous, c'est très très clair. Ouais, mais et du coup tout faire, même si ça dévie par rapport à ce que tu veux aujourd'hui atteindre avec les 5 minutes que tu as fait. Bon, là, à l'époque, j'en étais pas là. Mais à l'époque, j'avais mon objectif qui est clair. Oui, qui était clair, tu l'avais, effectivement. Ah oui. Alors là, je l'avais. Je savais pas que j'avais un objectif. Enfin, je savais pas que c'est l'importance de l'objectif à l'époque. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même si je regardais que le côté professionnel de mon changement, que il n'y avait aucune raison que je prenne ce job dans la mesure où je changeais de job pour m'élargir les épaules, je ne sais pas comment on dit, mais surtout pour arriver, c'était hyper ambitieux, pour arriver à un autre stade de management dans la société. Donc, c'était taré. Et en fait, tu l'as pris en sachant que ça allait pas l'être finalement. Voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu un moment... pas tout de suite. Voilà. Et donc, en fait, c'est pas dans le deal de départ. C'est pas dans le deal avec moi, voilà. Tu vois, quand t'es seul. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est un gros morceau. Il y a vraiment plein de manières de le regarder, et c'est évidemment multifactoriel. Moi, j'aimerais comprendre, on était en train de parler juste avant de la notion de s'ouvrir vers d'autres métiers, d'élargir, etc. Toi, quand tu décides d'élargir vers le marketing opérationnel, est-ce que tu as eu potentiellement d'autres options, en fait? Est-ce que tu aurais pu élargir vers d'autres métiers? Pouvoir, dans le sens que la société m'aurait donné les moyens, probablement. Et après, par la suite, j'aurais dû le solliciter, je l'ai pas fait. Je te dis, on m'avait dit reste là où t'es et
fait avancer ton projet. Il y avait peut-être un poste que j'aurais pu imaginer qui s'est un peu développé après par la suite. C'était justement le lien entre R&D et le marketing. Je pense que ça n'a pas vraiment existé, ça, mais ça a un peu existé et je pense que ça aurait été pour moi une option. Mais à l'époque, j'y ai pas pensé. Donc le seul moyen de rester près du marketing que j'adorais, j'allais pas aller faire de la finance, enfin, contrôleur ou logistique ou... Non, il y avait que... C'était l'opérationnel. Et un autre élément que tu as exprimé qui m'a intrigué, souvent j'entends, quand on cherche des conseils, il y a un peu cette histoire de biais de confirmation. On va sonder des gens, on sait déjà ce qu'ils vont nous dire. En fait, soit ils vont nous dire vas-y, on cherche du soutien, soit ils vont en fait nous dire ce qu'on a envie d'entendre, etc. Là, dans ton cas, en fait, tu es allé chercher du conseil. Très peu, visiblement, mais celui que tu es allé chercher, c'était pas ce type de conseil. C'est-à-dire que tu as vraiment eu des gens qui t'ont dit ce que tu n'avais pas forcément envie d'entendre et tu l'as pas entendu. Oui, et c'est un conseil que je donnerai, on est plus intelligent après. Oui, demander conseil, avoir confiance, pas dans beaucoup, mais dans une ou deux personnes dans la société, dans la structure, pour partager à fond ce qui se passe et de vraiment avec eux décider. En fait, pas décider tout seul. La personne avec qui j'aurais dû faire ça, c'était ma chef à l'époque, avec qui j'avais beaucoup travaillé, bien travaillé. C'était une femme qui était marketing, la meilleure marketeuse de la société. Et je me suis toujours dit, elle ne voudra jamais me quitter. C'est aussi arrogant, mais bon, c'est un conseil en tout cas, d'avoir une ou deux personnes de confiance dans une société et de pouvoir tout dire. Et de les écouter, de les entendre. Parce que bon, après, l'écoute, c'était pas mon fort. Hein. Mais là, t'abordes encore un sujet. En fait, on rentre dans les paupéruses de ce sujet-là, mais quand tu dis j'ai pas osé aller lui parler parce que je me disais qu'elle avait envie de me garder, dire, ça c'est un pattern. Hein. Je veux dire, le nombre de personnes qui sont dans ces situations, qui osent pas aller parler à leur manager parce qu'en fait, au moment où ils se posent des questions, où ils ont des doutes, où ils veulent éventuellement même quitter l'entreprise, et ils se disent, bah évidemment, parce que l'autre, il a un agenda, il a un intérêt, il va essayer de me vendre sa sauce, entre guillemets. Ce que tu as l'air de dire, c'est que justement, il faut quand même y aller. Ouais. J'aimerais bien que tu me dises pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut vraiment y aller malgré ce risque d'avoir quelque chose qui peut être j'ai envie de te garder. Moi, j'avais pas peur, mais je savais que j'allais peut-être entendre quelque chose que je voulais pas entendre. Ça, c'est différent. Oui, bien sûr. C'est un coach à l'intérieur de la société, donc qui te connaît, qui connaît ce que tu fais, tes ressources, tes performances, qui connaît tes faiblesses, points où tu vas pas bien, enfin où ça va pas bien, et qui connaissent comment la structure marche, comment la politique de la société est. Et donc ça n'a pas de prix. Tout à fait. Et ça, il faut en profiter, quoi. Je me permets de rebondir là-dessus parce que dans l'entreprise où j'étais juste avant, donc Théodo, et je la cite, il y avait un système un peu ingénieux, justement, pour permettre ça. On avait un système de coaching interne, mais ton coach n'était pas ton manager, il n'était pas sur le même métier que toi. Il connaissait l'organisation et il n'avait pas, si tu veux, d'intérêt particulier à te dire A ou B. Et justement, tu avais cette zone-là où tu pouvais poser tout sur la table. Et moi, plus d'une fois, j'étais dans la posture aussi de coach où il y a des gens qui étaient sur le départ ou qui se posaient vraiment des questions et en fait, je les accompagnais indépendamment. Enfin, c'était pour eux, c'était pas pour l'entreprise. Et in fine, s'il y avait un chemin qui pouvait servir les deux parties, on l'explorait. Mais s'il y en avait pas, bah, en fait, on restait quand même dans son rôle de coach. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'assez, une bonne contre-mesure à cette peur ou cette crainte ou de se dire à la personne que je vais venir voir avoir méfiance, effectivement. C'est du mentoring à l'intérieur d'une société qui n'est pas ton chef. En tant que manager de gens, un des points, c'est justement d'être un manager suffisamment qui a inspiré la confiance, suffisamment à l'écoute, suffisamment pour que tu saches, j'y pense à quelqu'un qui est venu me voir et qui voulait sortir, qui était dans mon équipe, qui voulait partir de la société. Donc, je reviens sur ce côté managérial, d'être capable d'être le mentor même de ton équipe. Que les gens réalisent que tu leur donneras un feedback sur ce qui leur issue, leur problématique, avec une neutralité et quand même
comme si tu étais eux. Enfin, moi, quand je vais chez le médecin et qu'il faut que je fasse ça ou fasse ça, je lui dis, et si c'était votre femme, vous feriez quoi? Et pour moi, c'est la réponse truc. Et donc, arriver à... J'aime bien cette question. Bah oui. Et bah, du coup, quand ils te répondent, tu sais très bien s'ils te répondent la Ouais, on voit ce qu'il y a dans les gut feelings. et je pense en tant que manager, c'est ça. C'est exactement ça, d'arriver à manager d'une manière que les gens te font vraiment, oui, te font confiance en tant que mentor, en tant que... Je pense que c'est une de mes... Je le redis, j'aime les gens et en fait, dans mon métier, j'aimais le marketing, mais j'aimais les équipes, j'aimais les gens avec qui je travaillais sur l'enrichissement de travailler avec des gens. Et donc, si tu es manager, c'est arriver à bien comprendre le côté communicatif et le côté des gens. Très clair. Donc oui, c'est bien le mentoring, mais tu peux être un mentor en tant que chef de ton équipe. Oui, ça c'est on va dire, ce que tu décris là, c'est dans le monde, j'allais dire monde idéal, non, c'est finalement ce qu'on vise, si on peut le faire, ce qu'on vise finalement, et puis après, Oui. bah, il y a encore une fois, des chemins pour y arriver. Mais en tout cas, déjà, si cette intention-là est là, a priori, on a fait une partie du chemin, quoi. Et si cette intention est aussi comprise par ses équipes. C'est toi qui es responsable. Si c'est mal pris par tes équipes ou si c'est pas compris, ça veut dire que tu l'as pas bien communiqué. Oui, c'est les metteurs. Bien vécu. Ouais. Oui, c'est les metteurs. C'est les metteurs. Très honnêtement. Excuse-moi, j'ai fait exprès de rentrer sur cet axe-là parce que sur ce moment de vie que tu as eu, il y a plein de choses qu'on peut apprendre, mais je pense que cette question de comment est-ce qu'on gère les moments où on n'arrive plus trop à écouter ou à entendre, je trouve que c'est souvent très difficile quand on le vit évidemment, mais c'est presque se dire ah bah là je sens que je commence peut-être à prendre une décision où il y a un petit manque de lucidité. Et là, c'est de se dire, bah, j'active justement ce conseil de dire écoutez plus, allez voir des gens autour de moi. Sur le moment, je Voilà, l'ai eu. mais c'est très très dur, évidemment. Ouais, c'est très, oui. C'est dur. Il faut, si on le voit venir, moi, j'ai coaché là des gens qui sont capables de dire je suis en burn-out. Ça veut dire qu'ils sont ils sont pas encore complètement, ils sont à la tangente. Bah, si on voit venir, c'est sûr que oui, le conseil, parler, aller voir, être lucide, quoi. On devient de plus en plus lucide. Et sur ce burn-out, alors ensuite, en fait, ce qui va se produire, enfin, ce que j'aimerais aussi qu'on creuse ensemble, c'est comment est-ce que tu as réussi à rebondir, ou en tout cas à repartir de l'avant. Ce que tu m'expliquais en préparant, c'est que tu as été arrêté quelque temps, tu as démissionné. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être avec tes mots, pour qu'on comprenne ensemble comment est-ce que tu as géré cette période-là? Je pense que c'est très, très riche en enseignement. Ouais, c'est dur. J'ai travaillé 2 ans en burn-out. Pleurer dans les toilettes, regarder le soleil et demander de l'énergie pour finir la journée ou pour affronter une réunion. Essayer d'être, je dis toujours, j'ai pas été, alors que c'était ma force, j'ai pas été forcément une bonne manager, un bon leader, puisque j'étais moi-même pas bien avec moi-même, donc tout commence par soi-même. Je survivais, mais bon, c'est certainement ma sœur qui m'a le plus aidée. À un moment, elle m'a dit, faut que t'arrêtes. Pour moi, ça a été une décision, l'horreur. Enfin, je sais même pas si ça s'appelle une décision d'ailleurs, mais enfin bon, en tout cas, je l'ai prise, j'ai posé ma démission. Je trouve que j'ai fait une espèce de training à ce moment-là, où on était à un niveau de stress et on donnait des conseils en groupe et on était feedbacké par un psychologue, un manager plus haut placé que toi, et ils m'ont tous dit il faut que tu changes. Et tu aurais dû, au bout de 6 mois, dire le temps que vous trouviez quelqu'un, c'est pas la bonne place pour moi. Et ça, je ne sais pas dire, mais évidemment, je me suis battue, quoi. Je me suis battue avec moi-même, pas tellement avec le reste, en me disant je peux pas vis-à-vis de l'équipe. Et puis, c'était probablement une reconnaissance de mon échec, moi-même. Enfin, c'est pas évident. Enfin, là, en y repensant, je me dis bravo pour les gens qui sont capables de faire ça, parce que moi, j'avais pas la force. D'abord, j'avais pas de force, hein, j'en avais pas. Tu vois, ça devient presque émotionnel de parler de ça, parce que en fait, j'ai essayé de tenir. Bon, j'ai fait une thérapie. Ouais, non, je le souhaite à personne. Et encore, je suis pas tombée au bout du trou, quoi. Mais enfin, j'en sais rien. En tout cas, le mien, mon trou, ça, c'était sûr que c'était le mien.
Il faut pas en arriver là, Hmm. si on peut. Ça vaut pas le pet. Bon, c'est mon côté extrême, probablement. Et du coup, à ce moment-là, tu décides. En tout cas, cette décision s'impose à toi. Tu Ouais. dois t'arrêter. Cette décision s'impose à moi. C'est une belle formule. Aidée Hmm. par Bien sûr. des forces. Je m'arrête. Je fais 1 an, rien. Je fais du sport. Le matin, on m'avait dit... Enfin, je m'occupe de moi. Ouais. Et petit à petit, je continue ma thérapie. Petit à petit, je récupère. Je récupère et lentement mais sûrement, très sûrement, je veux retravailler. Mais je suis quand même je suis fragilisée par ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je suis encore fragile, mais je suis fragilisée par ce qui vient de m'arriver. C'est quand même une partie de moi que je n'avais pas envisagée. Parce que ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que on n'a pas parlé de ton rapport au travail, mais je pense qu'on le comprend avec tout ce qu'on est en train de se raconter depuis le début. C'est une partie très importante de toi, pour toi, le travail. La valeur du travail, c'est comme ça que j'ai été élevée pour être indépendante. Ma sœur et moi, on nous a éduqués dans il faut que vous puissiez vous nourrir et vivre par vous-même, donc pas être dépendant de quelqu'un. Donc c'est à la fois la manière dont je me définis, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est pas la seule, mais c'est une majorité, parce que je crois que je te l'ai dit, le travail, c'est la seule chose où il n'y a que moi. En tant que femme, il y a un homme, en tant que mère, il y a des enfants, en tant que femme au foyer, il y a une maison, mais le travail, par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que je vaux, pour moi important, c'est la seule chose qui n'est dépendante que de moi. Et donc c'est ça, je crois que c'est très important dans la vie. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les gens qui ne travaillent pas, parce que ce que je leur dis, c'est trouver une chose où il n'y a que vous. Ce n'est dépendant de personne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui forge mon moi, ou ton toi, Oui, en tout à fait. l'occurrence. Oui. Le moi philosophique. Ouais, mon moi. Et ça, pour moi, c'est très, très important, ce qui explique aussi aujourd'hui les difficultés à moins travailler et à faire, je dis toujours, un atterrissage en douceur par rapport à un jour peut-être ne pas travailler. Alors après, je me penche sur d'autres choses. Enfin, je dis toujours la valeur du travail, mais le travail pour moi n'est pas une valeur. Mais le travail, c'est génial. Oui, c'est ça, et c'est que j'ai perçu, en fait, quand on en a parlé, c'est pas c'est pas un dogme, c'est pas une souffrance, c'est pas un poids, c'est vraiment, c'est un plaisir, enfin, c'est-à-dire, voilà. Donc, pour revenir, je faisais juste cette petite parenthèse pour que nos auditeurs comprennent ta relation, en fait, au travail, pour mieux comprendre et apprécier cette nécessité, à ce moment-là, de retravailler. Voilà. Donc, du coup, là... Alors, je cherche des projets, j'en fais, dans la cosmétique aussi. C'était mon projet. Je me suis fait mon reward toute seule, mon petit cadeau. Alors, pour les auditeurs qui ne voient pas, tu m'as montré un bijou. Voilà. Une bague que je me suis offerte avec ce que j'avais gagné sur un projet qui était passionnant, qui était du marketing pur, tout ce que j'aimais. Et j'essaie de rencontrer, je fais 1 ou 2 projets comme ça, mais en fait, je veux retravailler, mais je veux moins travailler. Je veux éventuellement faire autre chose. Et donc, j'essaie de rentrer. Alors là, pareil, je m'y mets à fond de chercher du travail. Je pense que chercher du travail, ça ne peut pas se faire souvent à côté quand on a un autre travail, à moins qu'on vienne vous chercher. Je suis prête à prendre un poste moins fort. Et les gens, ils ont peur, probablement, en me disant que je vais m'ennuyer, que ça ne va pas être à la hauteur. Et ils veulent pas prendre le risque, en fait, de prendre quelqu'un à 80%. Je me voulais travailler à 80%. Et en fait, tout d'un coup, j'ai une lueur en me disant je vais faire du remplacement de congé de maternité à l'intérieur de Bayersdorf, enfin, pour Nivea, qui me connaît. Et ça a marché tout de suite. Et j'ai fait 2 ou 3 postes. Et après, c'est reparti. On m'a redonner un poste au même niveau. Donc, là, j'avais atteint mon cadre 2 depuis déjà l'objectif. Mais bon, là, j'y étais. Et j'ai fait un remplacement de maternité pour une fille que je vois encore. On s'est éclaté.
Elle est revenue et après la chef m'a demandé, puis je suis repartie à un niveau. Ils m'ont redemandé de reprendre Facecare. C'était des gens au top qui étaient de nouveau. J'ai commencé à travailler à 80%, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était positif. Période de ramp-up. Ah ouais, non mais ça a vite fait, c'était encore de nouveau génial. Je repartais. J'aimerais t'arrêter sur ce moment-là parce que la première fois que tu me l'as raconté, j'ai eu une réaction un peu ambivalente. Je me suis dit d'un côté, ce qui paraît génial, c'est le côté j'arrive dans un environnement que je connais déjà, je progresse dans une entreprise où je connais déjà les codes, etc. Et d'un autre côté, il y a le côté, c'est l'endroit où en fait j'ai eu mon burn-out, où ça s'est pas bien passé. Et il y a parfois il y a les deux en fait positions. Et parfois il y a des gens qui disent, le conseil, c'est surtout fais autre chose, quoi. Et en fait, ton expérience à toi, c'est tout l'inverse. C'est que tu as réussi justement, en revenant dans la même organisation, à repartir sur un cycle de vraiment pas mal d'années, qui était un super cycle. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Ok, si je m'arrête là-dessus, ça a beaucoup d'avantages. Ils savaient exactement ce que je pouvais leur donner. Et moi, je connaissais une société, en 3 ans et demi, ne change pas tant que ça. Et la marque non plus, alors surtout pas la marque. Donc quand on fait du marketing, la marque c'est quand même hyper important. Alors on passe de R&D push à consumer big deal. Là on peut quand même s'adapter, quoi. Enfin, j'espère. Je conseillerais presque ce que j'ai fait. Et je trouve que l'idée, en Allemagne c'est possible. Ça c'est un autre sujet, mais en Allemagne c'est possible parce que les gens ils prennent des congés de maternité de minimum 1 an. Donc, évidemment, tu peux reprendre un poste de congé de maternité et après, ils doivent reprendre la chose, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée, mais à la limite, retaper à la porte d'une société qu'on connaît. J'aurais aimé faire autre chose, mais encore une fois, j'ai recommencé, j'étais prête à prendre un job moins haut, etc. Alors là c'est une autre question de se sous-estimer. On a tellement perdu sur la confiance professionnelle qu'on peut avoir. Que moi, j'avais pas le courage d'essayer de reprendre un poste au même niveau dans une autre société. Je le vendais bas et les gens, ils y croyaient pas. Et du coup, j'ai eu l'idée On appelle ça boomerang, je pense, non? Oui, Ouais. je sais pas. Enfin, Ouais. Le fait de revenir, en tout cas, là où on était. Oui, et puis le congé de maternité, c'était une belle manière de revenir sans revenir. J'avais des contrats pour 9 mois, pour 1 an, C'était une manière de revenir, de retravailler, en fait. Okay. Et l'autre, ça n'avait pas marché. Mais je me suis très, très vite éclatée. Bon, cela dit, encore une fois, c'est pas la peine de passer par un burn-out. Et à des managers, il y a plein de séminaires, de machins pour la prévention du burn-out. Et je pense que c'est très, très important. En plus, on est dans un contexte qui est beaucoup plus enclin à tout ça. Donc, soyez attentifs, quoi. Soyez vraiment attentifs parce que soit pour vous, d'abord pour vous, et après pour vos équipes. Et pour les gens avec qui vous travaillez ou vos collègues, etc. C'est un gros problème, j'aime pas le mot, mais... Enjeu, sujet. Oui, enjeu, sujet, exactement. Exactement. Très clair. Mais en tout cas, merci pour cette plongée. J'ai dit comme je pense. Je voulais pas te faire vivre un moment émotionnel difficile. Je voulais seulement qu'on apprenne des choses de ce que tu as vécu. Oui, mais en fait, je me suis mis toute seule. C'est jamais évident. Je me suis mis toute seule pendant 10 secondes avec plein d'émotionnalité, mais après, c'est reparti. Parce que tout d'un coup, tu repars dans... Mais il n'y a pas de mal à ça. Hein. On peut rire ensemble, donc on peut presque... Je suis d'accord. En tout cas, un grand merci. Je propose qu'on fasse un dernier chapitre, un dernier moment clé. Tu nous expliques quand même ce qui s'est passé avant ce moment clé-là. Donc là, tu es reparti justement sur un cycle où ça se passe bien. Et tu nous as déjà un peu fait un teasing, entre guillemets, en disant que tu es resté sur le même métier, dans la même dynamique, là où potentiellement tu aurais pu avoir d'autres options. Explique-nous un peu ce dernier cycle, en tout cas dans le marketing. J'ai pas vu les années passées, quelque part. Je suis replongée dans comment j'étais, comment je vivais. La société évoluait et changeait. Le marché était peut-être plus difficile. Ça décollait pas. Donc, il a mis une femme très performante sur le Facecare et on m'a dit de reprendre les hommes. Et en fait, là c'est clair, j'aurais eu l'opportunité,
j'aurais aimé avoir un éclair de lumière pour dire très bien de quitter ça, mais j'ai 48 ans, je fais autre chose. Et là, j'aurais tellement aimé avoir la lueur d'aller dans les ressources humaines. J'ai pas de regrets beaucoup dans ma vie, mais ouais, si on peut parler de regrets, ça aurait été bien si quelqu'un m'avait dit pourquoi tu vas pas faire ça. Mais ça, c'est vrai, vraiment pas. Là, c'est même pas que j'ai pas écouté, c'est que il y a personne qui m'a dit partir là-dedans. Mais c'est un enseignement assez fort pour les personnes qui nous écoutent, qui sont potentiellement dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'au-delà de 45 ans, c'est quand même un vrai pattern, hein, au-delà de 45 ans. Alors, il y a une inégalité, évidemment, encore une fois, entre les femmes et les hommes. Chez les femmes, c'est plutôt à 45, chez les hommes, c'est plutôt à 50, mais il y a on est dans la haute montagne, là. En France, en tout cas. Et ces discours-là, ces messages-là, d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience qu'on devient vraiment vulnérable, en fait, dans une organisation, j'ai l'impression. Malgré le fait qu'on est à des rôles de responsabilité qui sont très hauts, en fait, parfois. Ouais. C'est assez paradoxal. Mais c'est très, très intéressant ce que tu dis. Et dans le marketing, c'est peut-être encore plus vrai parce qu'on vieillit mal dans le marketing. Je le vois là avec des gens qui y sont plus jeunes. Mais foncièrement, et même peut-être avant 45 ans, on en a parlé quand on a dit avoir un mentor ou pouvoir, quand on a des enjeux personnels ou enfin avec soi-même. Moi, j'ai jamais pensé qu'on allait me foutre dehors. Puisque les gens ne le savent pas encore, mais j'ai été foutue dehors 2 ans après. Mais pas une minute ça m'était venu à l'idée. Or, bah si, ça m'est arrivé, ça arrive à plein de gens, et sans anticiper, il faut peut-être avoir des plans. Moi, je suis de plus en plus fataliste sur ma vie personnelle, mais sur ma vie professionnelle, je pense qu'il faut, je l'ai aussi dans tout ce qui s'est passé, mais non, on peut aussi de temps en temps avoir se dire où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller, est-ce que je suis encore crédible, est-ce que mon expertise, moi c'était un moment, je te l'ai dit, où la digitalisation rentrait, elle arrivait, j'étais heureusement j'avais des équipes de jeunes, mais enfin ça m'a pas sauvée quand même. Oui, j'ai été aussi virée pour des histoires politiques, mais peu importe. Pourquoi il faut envisager de changer. De changer. Et j'ai beaucoup travaillé avec le Japon avant. Les gens, ils meurent et ils commencent et ils naissent et ils meurent dans la même société, de moins en moins maintenant, je crois, quasiment plus. Mais de changer, c'est bien. C'est bien, c'est sain. Moi, j'avais le problème que je ne pouvais pas changer géographiquement. Ça restreint. À Hambourg, il y en avait d'autres sociétés. J'aurais pu aller dans d'autres sociétés. Mais en fait, oui, en le disant, changer. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, quitte à revenir. Moi, j'ai vu des gens qui ont changé à l'extérieur de chez Beiersdorf, qui sont revenus chez Beiersdorf. Enfin, quand on est bon et quand on aime, encore une fois, on performe. Quand on performe, on est la bienvenue quand il y a des postes à n'importe quel... oui, changer. En fait, c'est une certaine manière prendre les devants sur ce risque en se disant c'est pas forcément un problème de loyauté vis-à-vis de l'organisation ou quoi que ce soit, c'est juste assurer ses arrières, quoi. D'une certaine manière. C'est ce que je comprends. Oui, voilà. Prendre les devants sur sa vie, plutôt que la vie prenne les devants sur toi, en général. Et professionnellement, c'est vrai, prendre les devants, ou en tout cas, même si on change rien, se poser la question. Réfléchir, analyser sur qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je vais, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, au lieu de se laisser... il y a un côté politique, mais pourquoi il y avait un changement de stratégie dans la société qui n'allait pas du tout dans le sens de moi, ma croyance dans le positionnement de la marque. Et puis, j'étais pas à un niveau suffisamment grand, Dieu sait que je me suis battue, pour de toute façon avoir une influence. Puis, les limites, c'était les shareholders qui ont bougé ce changement. Oui, ça, c'est une réorg. Bouger les gens. Significative, en fait. Mais je ne l'ai pas vue venir, enfin, je n'ai pas voulu la voir venir, elle venait. Donc oui, de temps en temps, faire des arrêts sur où on est et où on veut aller. Certainement, ça doit être très, très... C'est important. Oui, c'est sûr, c'est un enseignement...
Enfin, d'ailleurs, à tout âge, mais comme c'est très coûteux en énergie quand même, il y a des moments où c'est beaucoup plus important de le faire et ce moment de la vie, plus de 45 ans, en tout cas, il est clé. Oui, Euh, il faut le faire. Toi, du coup, à ce moment-là, donc, ce qu'on comprend, c'est que on te sort, en fait, de l'entreprise un peu de manière Ah, brutal. Hein. brutale. Ah oui, ça a pris 3 mois, à peine. Enfin, il y a eu un changement de board. Il a viré les cadres 1 dans la structure dans laquelle j'étais. Et moi, j'étais la plus vieille, la plus ancienne des cadres 2. Et je me suis dit, soit c'est la continuité, soit c'est l'innovation qui passe. Et c'est la continuité qui... Non, C'est l'innovation. Et il m'a viré. J'avais dîné chez lui 15 jours avant. Et là, enfin, je me souviens quand quelqu'un m'a dit t'es viré. Bon, j'avais été briefée avant, heureusement, par une manager en dessus qui avait elle aussi été virée du délire, la meilleure marketeuse de la société. J'avais déjà parlé d'avocat, ce qu'il fallait dire et pas dire. Donc, mais physiquement, j'ai eu un coup d'adrénaline, de stress, mais enfin physique, quoi, physique. Je leur ai dit que je n'étais pas prête à partir, c'était pour avoir... Bon, Oui, là, bien la sûr. société a Oui. été très, très fair. Ça, c'est la négo, en fait, Oui, classique. voilà. Enfin, Je leur ai classique. dit- Malheureusement, j'aurais pas voulu dire classique, mais malheureusement, classique. Oui, pour les gens qui Malheureusement. osent, c'est pas très Oui. encourageant, mais Oui. oui, classique. Oui, j'ai appelé 2 ou 3 personnes pour savoir s'ils n'avaient pas des postes. Et bien, ils ont tout changé. Il n'y en avait pas, et donc je suis partie très, très bien. Très pro, très respectueux. Ça leur a coûté beaucoup d'argent à l'époque, mais je crois qu'ils avaient prévu l'argent. C'était pas le... Oui, encore une fois, dans ces deals-là, il y a C'était pas le c'est problème. budget. Et donc, c'était pendant l'été, et en fait, je suis rentrée au mois de septembre, et j'ai pris mes vacances, je suis rentrée au mois de septembre, j'ai eu 50 ans. Et sur le moment, en fait, j'ai essayé d'être légère par rapport à ça, parce que je me disais, c'est pas de ma faute. Parce que c'était vraiment une réorganisation, c'était des gens... J'étais arrivée, je n'avais aucune intention d'aller plus loin depuis un moment au niveau de ma carrière, c'est-à-dire que j'étais arrivée au niveau auquel je pouvais donner quelque chose et qui me donnait encore quelque chose, mais j'avais aucune ambition d'aller plus haut. Alors là, pas du tout. 50 ans, c'est jeune. Hein. Ça m'a franchement chamboulée. Ça m'a chamboulée moi-même, pour plein de raisons certainement. J'avais plus de temps pour... j'ai fait des rencontres où je travaillais plus, donc Ce qui paraît un peu fou, ou en tout cas, je sais pas le bon terme, j'avoue, c'est de se dire, tu sais qu'en fait, c'est une réorg, tu sais qu'il y a tout le niveau dessus, une partie du niveau dessus qui a sauté aussi, et malgré tout, il y a cette... bon, difficile à digérer, ça je peux le comprendre, enfin je le comprends, mais il y a presque une culpabilité, je sais pas si c'est le bon terme, mais enfin en tout cas, il y a quelque chose qui est dans toi, alors que c'est quand même très externe, ce qui se produit. Oui, mais en fait, je me comporte comme quelque chose d'externe, mais je vis une perte de confiance en moi à l'intérieur que je ne réalise pas sur le moment, que je ne montre pas du tout, mais qui va me rattraper jusqu'à aujourd'hui. Même si là, c'est mieux, c'est une fin brutale. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens, mais peu importe, ça c'est pas le problème. C'est juste, c'est j'ai quand même vraiment important. rebondi, hein, mais j'ai vraiment perdu une confiance. Ouais, confiance en moi. J'ai perdu tout ce que j'avais acquis à un moment. Ouais, c'est dur. fort quand même. Ouais. Et j'ai le privilège d'être bien sortie, d'avoir un contexte où j'ai pas de problème existentiel, parce qu'il y a des gens quand même, il faut qu'après qu'ils nourrissent, et moi c'était pas mon cas. Donc très très privilégié, ça aide, c'est clair, mais sur le plan soi-même, le moi, il en a pris un sacré coup celui-là. Après, maintenant je peux en faire profiter mes coachs. Là, les gens qui m'écouteront ou pas m'écouteront, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'écouteront, qui seront très touchés par ce que tu racontes, tu nous expliques. Ouais, oui, j'en suis mais convaincu. c'est leur dire, ça fait partie de moi, c'est des grands moments,
là, d'en parler, ça me fait prendre conscience de la gravité, l'importance et le poids de ces choses sur moi, sur ma vie. Mais quelle chance peut-être aussi de le voir comme ça. Sur le moment, je ne l'ai pas vu comme une chance, mais Mmh. oui, la chance que ça me complète. Voilà, Mmh. ça me complète et ça fait partie de mes expériences de vie au niveau professionnel qui jouent un rôle dans qui je suis. Le travail a une grande importance pour moi. C'est ces échecs qui ont été, ouais, le dernier là, sur le moment, moins fort que le burn-out, mais sur la continuité, moins résolu. Mmh. Parce que maintenant, j'ai fait autre chose, je fais autre chose, mais je le fais avec une autre mentalité, une autre temps. J'ai un peu plus confiance en moi, mais pas assez pour performer comme j'ai pu le faire. Bon, après, j'ai pas le même âge, je suis dans une autre, j'ai peut-être moins envie, etc., etc. Pour revenir à cette note d'ouverture positive, ce que tu dis, c'est que finalement, cette expérience de vie, aujourd'hui, c'est un bagage en fait dont tu te sers pour aider plein de gens. Partager, enfin, rien que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je veux dire, ça peut faire bouger beaucoup de gens. Et d'autant plus que ce qui parfois paraît comme un cas isolé, et là on le sait très bien que ça ne l'est pas, c'est quelque chose qui est dans la manière dont sont organisées beaucoup d'organisations. C'est pas la première fois que j'aborde ce sujet sur les grandes épopées. La question de la réorganisation dans des grosses boîtes, la question des fusions, la question des redundancy dans les jobs, enfin ça existe tout le temps en fait. Et sauf qu'on parfois on est dans son job et on oublie que ça fait partie du jeu, quoi. Et d'une certaine manière, tout ce que tu nous racontes peut aussi nous permettre de, un, déjà réaliser, deux, il y a une forme d'humilité à avoir vis-à-vis de sa position, sa robustesse. Il peut se passer plein de choses qu'on maîtrise pas. Et du coup, il faut s'y préparer d'une certaine manière. Je sais qu'il y a un livre que j'avais lu sur, c'était, je pense, la question du deuil, Sheryl Sandberg, de Facebook, une ancienne VP de Facebook, qui avait perdu son mari, et qui explique justement ce livre, elle l'a coécrit avec un expert de ces questions-là. Et l'idée, c'est, bon, ce livre, faut le lire quand on va bien dans sa vie, parce que c'est assez dur. Mais comment est-ce qu'on se prépare mentalement à toutes les galères qui vont se produire dans une vie? C'est-à-dire, il se passe des choses dans une vie par la force des choses. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais là aujourd'hui. C'est les grandes épopées. Pour moi, c'est un peu le temps long. On voit que, tu vois, si on fait un wrap-up un peu, enfin, on essaie de clôturer, t'as été passionné par le marketing. Peut-être qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas parti, hein. Et néanmoins, voilà, il y a une très belle carrière et il y a des coups du sort, en fait, qui se produisent, avec lesquels il faut savoir composer. Pardon, Non, c'est un, le nom du livre. Deux, est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on peut se préparer aux difficultés, aux échecs, Je sais pas si le mot préparer, moi, me conviendrait, parce que non, toute la vie prépare à qu'il y a des échecs. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y en a. C'est ça, probablement. J'ai jamais envisagé qu'on allait me foutre dehors, quoi. Ça m'est même pas venu à l'idée. Or, c'est un classique, on vient de le dire. L'horrible de dire que c'est classique. Mais là où tu as raison, et c'est là, moi, ce que j'aime faire maintenant pour les gens, soit dans le cadre payé, soit truc, c'est partager avec eux le plus possible, mais que eux, ils aient aussi je sais pas si on apprend de l'expérience des autres. On peut écouter et du coup, ça fait refléter c'est ce que tu fais, faire parler des gens pour que ça permette de réfléchir. Et ça, c'est important, de réfléchir. Plein de boîtes qui donnent maintenant la possibilité aux gens de réfléchir sur leur statut et ils ont raison. C'est le côté positif c'est ce que j'ai envie de donner. Je suis privilégiée parce que j'en vis pas. C'est mon plus grand bonheur, en fait, quand je fais des trainings ou quand je fais des coachings. Là, j'ai fait un mentoring il y a 2 jours. Une fille jeune et sans arrogance, j'ai compris que je l'aide. Et bon, pour moi, ça me booste, ça donne un sens à plein de choses. Ça donne un sens à tous les échecs que j'ai eus, à tout ce que j'ai pas eu.
Ça donne un sens à pourquoi j'aime me lever le matin, à la vie, quoi. C'est la vie, c'est la vraie vie. Et ça, c'est... Ouah, je vais devenir philosophique, peut-être du tout mon truc, mais non, c'est chouette. Les gens sont pleins de ressources et faire découvrir, partager avec eux ça, ou bien leur faire découvrir les ressources qu'ils ont en eux, le plus, le moins, les difficultés, les trucs, c'est passionnant. Enfin, c'est ce que tu fais, toi. J'en suis pas. Bah oui, je m'en guide. Tu le fais ouais, c'est tellement enrichissant. Enfin, c'est la vie avec un grand V, quoi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte pour moi, Tout à fait. plus que ça. Je te rejoins. Mais c'est, je trouve, une très belle manière de clôturer notre échange. J'ai regardé le livre, c'est Option B. Option B. Ouais, Ok. exactement. Pour ceux qui vont bien et qui veulent lire ce livre. Non, je vais aller là. Un grand merci, Pascal, pour ce super témoignage. Je suis vraiment, vraiment ravi d'avoir pu avoir cette discussion sur le temps long avec toi. Je te connaissais pas il y a quelques semaines. On a eu l'occasion d'échanger une première fois avant de se retrouver aujourd'hui à Paris. Je suis très ému de cette rencontre. Donc merci pour ce que tu m'as partagé, ce que tu nous as partagé à moi et aux auditeurs. Voilà. C'est un bon moment pour moi, un moment spécial qui fait réfléchir. Et j'ai dit que c'était important de réfléchir. Si les gens veulent me contacter, ils peuvent me contacter complètement. Carrément, sur LinkedIn, t'es Ouais, joignable sur LinkedIn. complètement joignable. Génial. Joignable. En tout cas, merci. Un grand, grand merci. C'est mon job. Du coup, aux auditeurs, je vous dis au prochain épisode et puis bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bravo! Vous venez d'écouter mon échange avec Pascal Eddy. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées est de le partager sur LinkedIn en mettant en avant ce qui vous a marqué. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.